C'est quand même incroyable que le cinéma peut être quelque chose de si différent que la fiction et le réel. J'adore la fiction et j'adore faire des films avec des histoires, mais il y a toujours des contraintes, il y a toujours un temps fou qui se passe jusqu'à ce qu'on a écrit le scénario, jusqu'à ce qu'on a trouvé les moyens, jusqu'à ce qu'on tourne. Aujourd'hui, un film de fiction, ça prend 4, 5, 6 ans de la vie d'un metteur en scène. À l'époque, quand j'ai commencé, j'ai pu faire un film par an, mais c'est impossible aujourd'hui. Pendant qu'avec un documentaire, ça peut arriver d'un jour à l'autre. Buena Vista Social Club, j'étais là-dedans d'un jour à l'autre. 3 jours avant, je ne savais pas encore que j'allais aller à La Havane. Avec Sebastião Salgado, ça s'est passé aussi un peu comme ça. On est devenus amis. Je connaissais son travail, je trouvais que c'était un des grands photographes du XXe siècle, mais il n'y avait aucune intention de faire un film ensemble. On a commencé à parler, on a regardé le foot ensemble, on est devenus copains et hop, le lendemain on commence un film parce que ça se présente comme possibilité, comme idée. Et j'adore ça dans le documentaire, qu'on peut être si spontané et qu'on peut faire quelque chose sans hésitation et même sans recherche, parce que le film peut être cette recherche. Et je voulais savoir qui était cet homme Salgado et qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce travail incroyable qu'il a fait pendant 40 ans de sa vie. Et bon, au lieu de passer des soirées pour parler, on a décidé on va faire un film comme ça. Je saurai à la fin qui c'est. Chaque film doit trouver son propre style. Et écoutons toutes les histoires que Sébastien nous a racontées sur toutes les photos, tous les voyages qu'il a fait, de plus en plus je me suis dit, bon, au lieu de filmer comme on l'a fait pendant des mois, d'une façon conventionnelle, avec 2 caméras et 2 gros plans, un sur lui, un sur moi, et au lieu de ça, ce serait beaucoup plus beau de les filmer tout seul avec ses photos. Et en plus, il a une gueule incroyable. Il a vraiment un visage de Beckett, justement. Et surtout dans le noir et blanc. Et comme sa propre photographie est strictement en noir et blanc, on a commencé à le filmer aussi en noir et blanc. Et après que j'avais déjà tourné pendant des mois, et je connaissais la plupart des histoires qu'il voulait raconter sur son travail, je me suis dit, voilà, on recommence et cette fois-ci, on se concentre sur son visage, sur cet énorme visage qui a vu tant de choses sur ses yeux, et je le laisse seul avec ses photos. Et la manière de le faire, c'était donc une chambre noire. Une chambre noire, c'est quand même l'ambiance géniale pour un photographe. Et puis le téléprompteur. Mais on a utilisé d'une autre fonction que normalement, à la télé, les téléprompteurs servent aux speakers de lire leur texte de manière que nous, le public, croit qu'ils savent par cœur, mais ils le lisent. Et nous, on a mis sur le téléprompteur les photos de Sébastien. Il était devant ses propres photos, il n'a vu que ses photos, mais en même temps, il a regardé à travers dans la caméra. Elle était donc en face de ses photos, mais aussi en face du public. Et il a pu raconter ses histoires d'une manière incroyablement intime, et en même temps, il les a partagées donc avec tout le monde. J'avais aucune idée que le cinéma de Yasujiro Ozu existe. J'avais déjà fait 4 films moi-même, quand un jour, dans un petit cinéma à New York, et parce qu'un copain m'a dit c'est des films que tu dois absolument connaître, je ne connaissais même pas le nom d'Ozu, alors je suis allé voir Tokyo Story. J'ai vu le film dans l'après-midi, je suis sorti de ce cinéma un autre homme. Et j'ai fait demi-tour, je suis tout de suite retourné pour le voir une deuxième fois. Je l'ai vu 3 fois le premier jour, ce film-là. J'y croyais pas mes yeux qu'un cinéma comme ça aurait pu exister sans que je le sache.
Et tout de suite, j'ai voulu voir tous les films de ce mec parce que pour moi, c'était le cinéma idéal. Finalement, je connaissais pas mal l'histoire du cinéma, mais finalement, j'avais trouvé le cinéma qui me touchait le plus et qui, pour moi, c'était un peu le paradis qu'on avait tous perdu. Et c'est devenu mon maître. En même temps, bon, il a fait ses films entre les années 20 et les années 60 au Japon. Moi, je ne vivais pas au Japon, je vivais plutôt dans les années 70 et 80 et plus tard. Alors, je ne pouvais pas l'imiter, mais il y avait quelque chose dans ce cinéma qu'on pouvait toujours imiter. C'était la sincérité et l'amour qu'il avait pour tous ces gens dont il parlait. Et il parlait strictement d'une seule chose. Dans tous ces 50 films qu'il a fait, il parlait que de la famille. Des relations père, mère, père-fille, père-fils, les enfants entre eux. C'est tout un univers, évidemment, et il n'y a rien de plus commun dans le monde entier que la famille. Toi aussi, tu es le fils de quelqu'un. Et dans la façon dont il parlait de la famille, je me suis reconnu comme dans aucun autre cinéma du monde. Et j'ai vu que peut-être c'était qu'il fallait devenir aussi obsédé et personnel et exact avec son propre cinéma. Donc, j'ai jamais pu imiter le cinéma d'Ozu, c'était trop spécial, mais en même temps, j'ai pu apprendre de son amour pour les gens et d'autres choses. Je pourrais parler infiniment de ça. J'avais la bonne chance aussi de travailler avec son acteur fétiche, un Shishirio, un acteur qu'il a utilisé dans tous ses films, sauf un seul. Il était malade, je ne sais pas. Ce Shishirio, il était dans ses films déjà comme jeune homme, et puis 40 ans plus tard, il était vieux. J'ai eu la chance de faire 2 films avec lui et d'avoir ce personnage que j'avais complètement idéalisé devant ma caméra et de le connaître et de travailler avec lui. Donc, pendant quelques petits moments, j'étais presque à l'intérieur de l'univers de Yasujiro Ozu.